Tout d'abord, il faut bien comprendre que le numérique, c'est pas une question d'outils, c'est une question de transformation de la société. L'approche que j'ai développée, donc si je la résume à l'issue de ces 19 années de mandat, c'est d'essayer de développer une approche contributive, c'est-à-dire une approche où les acteurs de la cité puissent effectivement faire des actions, des propositions qui soient donc plutôt bottom-up, sachant qu'en général les collectivités fonctionnent en prescription et là on est plutôt dans une position d'animateur du territoire local. Ce que j'indique, c'est en fait pour caractériser ce changement de posture. Il s'agit en fait de faire avec les habitants, d'être en attention aux initiatives et de donner à voir ce qu'ils font et de développer une culture de la coopération et une culture des communs dans la ville. Donc tout ça, ce sont des idées un petit peu nouvelles dans le fonctionnement des collectivités locales qu'on a pu développer sur différents projets. Alors par exemple, un projet relativement emblématique, c'est un appel à projet dans lequel tous les projets sont retenus. Je ne sais pas si ça existe ailleurs, vous déposez votre projet et il sera retenu. Pourquoi ? Parce que l'important, c'est le temps que les gens vont mettre dans le projet, que la somme qui aide n'est pas très importante et donc comme ça, on peut chaque année soutenir 40, 50 projets. Et ça fonctionne comme ça depuis 15 ans. Autre projet emblématique, tout ce qui concerne des sites contributifs. Il y a une dizaine de sites thématiques dans la ville sur le numérique, l'égalité homme-femme, l'économie sociale et solidaire, la solidarité, etc. dans lesquels en fait tous les acteurs associatifs ou de la ville qui participent à ces actions peuvent écrire des articles pour expliquer ce qu'ils font. Et donc ça illustre bien que la ville devient animatrice, elle aide effectivement à ce que les gens se rencontrent et puis se connaissent et cela facilite l'émergence de projets. Sur la ville de Brest, on a un peu une tradition où un élu en responsabilité une délégation et a une certaine autonomie. Donc c'est ce qui s'est passé. En plus sur le numérique, c'était pas non plus quelque chose, je dirais, d'extraordinairement intéressant ou attractif pour les collègues. Donc j'ai pu innover en quelque sorte et développer de nouvelles façons de faire. Donc j'avais une certaine liberté. Par contre, j'avais aussi au début la démocratie locale comme mandat. Et là, effectivement, quand on souhaite mettre en place des budgets participatifs, quand on souhaite favoriser l'initiative des habitants, ça peut se heurter à des pratiques anciennes où les élus considèrent que c'est à eux de décider, c'est à eux de définir les budgets. Et là, c'était plus difficile. Sur l'économie sociale et solidaire, qui était aussi une de mes délégations, eh bien, c'est pareil, c'était un sujet un peu neuf. Et donc là aussi, on peut créer une dynamique collaborative. Donc, aujourd'hui, je dirais les élus, comme je dirais beaucoup de décideurs, ont appris comme moi à l'école à cacher sa copie. Et on n'a pas appris à coopérer, on n'a pas appris justement à faire confiance aux gens et à être dans une dynamique qu'on dirait d'empowerment, d'augmenter le pouvoir d'agir des gens. Donc il y a, je dirais, une sorte de gap culturel. Et ça prend du temps pour que ça change. Et les sites participatifs, il s'en est créé pratiquement un par an, au fur et à mesure que d'autres élus trouvaient la démarche intéressante. Mais c'est quelque chose, effectivement, qui demande du temps. Et ce que j'ai développé sur Brest, ces 3 mandats, c'est 19 ans. Parce qu'effectivement, ça prend du temps. Mais après, les démarches contributives sont des démarches extrêmement efficientes. Parce qu'on fait avec les gens, et à un moment où les budgets sont un peu plus resserrés, faire avec les gens en impliquant les acteurs demande parfois moins d'argent public que de faire tout seul les choses. Donc cette démarche, à mon avis, a un avenir justement sur tout ce qui est la prise en compte des transitions, la transition numérique, mais aussi la transition écologique, la transition démocratique, là où on a besoin que les personnes s'impliquent et transforment effectivement la société. Cela ne peut se faire qu'avec les habitants et les acteurs de la ville, et la démarche contributive est tout à fait adaptée. J'ai eu la chance que le service démocratie locale et nouvelles technologies n'existait pas, donc j'ai créé un peu le service. Et donc le recrutement s'est fait avec des gens qui étaient d'accord pour travailler de manière coopérative. Donc ça s'est fait assez facilement dans mon service. Au niveau des autres services, il y a certains effectivement qui sont intéressés et d'autres moins, c'est comme les élus.
Donc là, il ne faut surtout pas mettre d'énergie à convaincre ceux qui ne veulent pas. Faisons avec ceux qui veulent, laissons les autres arriver à leur rythme, ça viendra petit à petit, dans la mesure où, la coopération, c'est un vrai plaisir, il y a moins de conflits, les résultats sont aussi de l'efficience, et donc il faut convaincre petit à petit les acteurs. C'est pas une question de grande ville et de petite ville, c'est une question de personnes, de posture des personnes. Est-ce que la personne accepte effectivement des modes collaboratifs pour le développement de la cité et de l'action publique? C'est quelque chose qui est pas ordinaire, parce que derrière il y a aussi des modèles d'économie hybride, c'est-à-dire que on peut penser que le service public n'est pas fait que par des agents du service public. Par exemple, dans une petite ville en Alsace, Egolsheim, il y a eu 150 emplois qui ont été créés, mais parce que c'est des emplois qui reposent à la fois sur des personnes qui sont embauchées, mais aussi sur une implication des bénévoles et des associations dans la ville. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut imaginer que pour une bibliothèque, un tiers-lieu, etc., on peut avoir des gens qui sont salariés et des gens qui ne le sont pas, et que ces gens qui ne sont pas salariés peuvent aussi être valorisés à travers des formations, des voyages, etc. Il y a plein de façons de valoriser l'implication des habitants. Moi, j'ai eu la chance de participer au Conseil national du numérique et donc d'avoir en fait le moyen de redire ce qui se passait à Brest avec des mots plus globaux, et de travailler avec des gens comme Bernard Stiegler, Valérie Peugeot, Daniel Kaplan, etc. Donc en fait, le groupe était très hétérogène du point de vue des métiers, à la fois des entreprises, des universitaires, des acteurs de la société civile, et des courants d'opinion aussi. Tout le monde n'était pas sur du tout la même ligne, et on a réussi à créer en fait une convergence au niveau des idées, justement sur ce paradigme de la transition numérique. Qu'est-ce qui était en train de se jouer? Et à partir de là, donc des notions comme la société contributive, le donner à voir, les communs ont été développés par le Conseil national du numérique. Certaines ont été reprises par Axel Lemaire dans le projet de loi, d'autres n'ont pas tout à fait été acceptées. Et je trouve ça très bien. Par exemple, dans le rapport sur l'éducation, on avait proposé qu'il y ait des tiers-lieux qui soient ouverts dans les lycées et collèges. Aujourd'hui, où est-ce que les profs d'un lycée ou d'un collège peuvent travailler avec d'autres collègues? Rien. C'est pas dans la salle des profs où on prend le café qu'on va travailler. Et donc, on a cette année, par exemple, 4 tiers-lieux qui ont ouvert en Bretagne, un par département, par le rectorat, qui sont animés par des concierges qui font vivre ce tiers-lieu, et où tous les acteurs éducatifs, qu'ils soient parents d'élèves ou majoritairement profs quand même, viennent de la maternelle jusqu'au supérieur. Donc le Conseil national numérique a aidé en fait à donner un sens à toutes ces choses, à mettre des mots là-dessus. Et aussi, lorsqu'on a fait notre rapport sur l'e-inclusion, ce qu'on a dit, c'est que parmi les gens à inclure, il y a les élus et les responsables de collectivités et les responsables des services de l'État. C'est-à-dire que dans les pratiques aujourd'hui, je dirais, réelles des gens, il n'y a pas encore beaucoup de partage, de pratiques collaboratives. Sur Brest, on a mis en place une formation qui s'appelle AnimaCoop, et on a formé 300 personnes aux pratiques collaboratives, formation de 100 heures sur 15 semaines. Donc il y a quelques collègues élus, quelques responsables de service qui les ont suivis, mais je pense que ça serait bien que tout maximum d'élus au moins se confrontent à cette culture de la coopération. Qu'est-ce qui se joue là? Qu'est-ce qui se transforme? Et de ne plus avoir peur de coopérer. La coopération, c'est du bonheur, et il faut juste le pratiquer pour le vivre. Et je ne connais pas de personne qui, ayant passé du côté clair de la force, du côté de la coopération, soit revenu en arrière.